Notre histoire commence en 1976. Imaginez un simple garage en Californie, aux États-Unis. Ce n'est pas un garage comme les autres, non. C'est ici que trois amis vont changer le monde de la technologie pour toujours. Steve Jobs, Steve Wozniak, Ronald Wayne. Ensemble, ils décident de fonder une société. Ils l'appelleront Apple Computer Incorporated. Pourquoi une pomme? La légende dit que Steve Jobs venait de visiter une ferme de pommiers. C'est simple, facile à retenir, et ça détonne dans le monde sérieux de l'informatique. À cette époque, les ordinateurs sont des machines énormes et très chères, réservées aux grandes entreprises ou aux universités. Personne n'imagine alors en avoir un à la maison, sur son bureau. L'idée de Jobs et Wozniak est complètement folle pour beaucoup. Créer un ordinateur personnel, un ordinateur que tout le monde pourrait acheter et utiliser facilement. Ils ne veulent pas seulement vendre une machine, ils veulent vendre une nouvelle façon de voir la technologie, accessible et amicale. Leur ambition est immense, mais leurs moyens sont très limités. C'est avec beaucoup de passion et de détermination qu'ils se lancent dans cette aventure. C'est dans cette atmosphère de bricolage et de rêve que les fondations de l'empire Apple sont posées. Le tout premier produit né de ce garage est l'Apple I. Attention, ce n'est pas un ordinateur comme on les connaît aujourd'hui. L'Apple I, sorti en 1976, est en fait une simple carte mère. Le circuit imprimé principal avec tous les composants soudés dessus. Quand on l'achetait, il fallait encore ajouter soi-même un boîtier pour le protéger, une alimentation électrique, un clavier pour écrire les commandes, un écran, souvent une simple télévision, pour voir ce qu'on faisait. C'était donc un ordinateur pour les passionnés d'électronique, les bricoleurs. Mais c'était déjà une grande avancée, car Wozniak avait réussi à concevoir une machine beaucoup plus simple et moins chère que tout ce qui existait. Ils en fabriqueront environ 200, vendus au prix de $666,66. Le véritable succès arrive un an plus tard, en 1977, avec l'Apple II. Cette fois, c'est une révolution. L'Apple II est le premier ordinateur personnel vendu tout assemblé dans un boîtier en plastique beige avec un clavier intégré. Il suffit de le brancher à un écran pour qu'il fonctionne. C'est beaucoup plus simple et accessible pour le grand public. Et surtout, l'Apple II est le premier ordinateur personnel capable d'afficher des couleurs. C'est une nouveauté incroyable pour l'époque, qui rend les programmes et les jeux beaucoup plus attractifs. Notamment le tout premier tableur, VisiCalc, qui va convaincre des entreprises d'acheter un Apple II. Après le succès de l'Apple II, Steve Jobs veut aller encore plus loin. Il a une nouvelle vision, rendre l'ordinateur encore plus simple, si simple qu'un enfant pourrait s'en servir sans même lire le mode d'emploi. Au début des années 1980, il lance un nouveau projet audacieux, le Macintosh. Pour la première fois, un ordinateur destiné au grand public va utiliser une interface graphique. Fini les lignes de code compliquées à taper au clavier. Avec le Macintosh, on contrôle l'ordinateur avec un nouvel outil étrange, la souris. On déplace un curseur sur l'écran pour cliquer sur des icônes représentant des dossiers ou des programmes, exactement comme nous le faisons tous aujourd'hui. C'est une véritable révolution dans la manière d'interagir avec une machine. Le Macintosh, lancé en 1984, se distingue aussi par son design. C'est un ordinateur tout en un, avec l'écran et l'unité centrale réunis dans un seul boîtier vertical, compact et facile à transporter grâce à une poignée sur le dessus. Il est accompagné d'un clavier et de cette fameuse souris. Apple accompagne sa sortie d'une publicité devenue légendaire, intitulée 1984. Réalisée par Ridley Scott, diffusée pendant la finale du Super Bowl, elle présente le Macintosh comme un outil de libération contre la conformité, symbolisé par un Big Brother totalitaire. Le message est clair. Apple n'est pas une entreprise comme les autres. Après le lancement du Macintosh, des tensions apparaissent au sein d'Apple. Le succès commercial du Mac n'est pas aussi rapide qu'espéré. Le caractère exigeant et parfois difficile de Steve Jobs crée des conflits, notamment avec John Sculley, le PDG qu'il avait lui-même recruté. En 1985, après une lutte de pouvoir interne, le conseil retire à Steve Jobs toutes ses responsabilités opérationnelles. Se sentant trahi et mis de côté, Steve Jobs démissionne. C'est un véritable tremblement de terre pour Apple et pour le monde de la technologie. Le visionnaire qui avait guidé l'entreprise depuis ses débuts n'est plus là. Pendant son absence, qui va durer plus de 10 ans, Apple continue de vendre des ordinateurs, mais elle perd peu à peu son âme et sa capacité à innover. L'entreprise se concentre sur des produits qui sont des évolutions des modèles existants. La gamme de produits
devient très complexe et confuse, avec des dizaines de modèles de Macintosh différents dont les clients ne comprennent plus les différences. Pendant ce temps, la concurrence, menée par Microsoft avec Windows, rattrape son retard et domine largement le marché des ordinateurs personnels. À milieu des années 1990, Apple est en grande difficulté financière. Mais Steve Jobs, lui, n'est pas resté inactif. Après son départ d'Apple, il fonde une nouvelle entreprise, Next, qui développe des ordinateurs très puissants et un système d'exploitation avancé. Le premier grand coup de Steve Jobs après son retour est l'iMac lancé en 1998. C'est un ordinateur qui casse tous les codes. Fini les boîtiers beiges et tristes. L'iMac est un ordinateur tout en un, comme le premier Macintosh, mais avec un design spectaculaire. Son boîtier est fait de plastique translucide et coloré d'abord en bleu Bondi Blue, puis dans de nombreuses autres couleurs vives. On peut voir les composants à l'intérieur. C'est un objet ludique, presque un bonbon qui donne envie de l'avoir sur son bureau. L'iMac est aussi le premier ordinateur à abandonner les anciens ports et le lecteur de disquettes au profit d'une nouvelle technologie, le port USB. C'est un pari audacieux, mais qui va s'avérer payant. L'iMac est un immense succès commercial. Il sauve Apple de la faillite. Il attire de nouveaux clients qui n'avaient jamais envisagé d'acheter un ordinateur auparavant. Mais Steve Jobs ne s'arrête pas là. Il a compris que l'avenir d'Apple ne se limitait pas aux ordinateurs. Sa prochaine cible, la musique. Après avoir révolutionné l'ordinateur personnel et la musique numérique, Steve Jobs et Apple s'attaquent à un nouveau marché, la téléphonie mobile. En 2007, lors d'une conférence restée célèbre, Steve Jobs monte sur scène et annonce qu'il va présenter 3 produits révolutionnaires. Un iPod à écran large et tactile, un téléphone mobile révolutionnaire, un appareil de communication Internet révolutionnaire. Mais ce ne sont pas 3 produits différents. C'est un seul appareil, et il l'appelle l'iPhone. L'appareil présenté est une véritable rupture. Il n'a presque pas de bouton en façade, juste un immense écran tactile que l'on contrôle avec les doigts. C'est l'invention de l'interface multitouch, qui permet de zoomer dans une photo en écartant 2 doigts, par exemple. L'iPhone change complètement notre rapport au téléphone. Ce n'est plus seulement un appareil pour téléphoner, c'est un véritable ordinateur de poche. Il permet de naviguer sur le vrai Internet, et pas une version simplifiée comme sur les autres téléphones de l'époque. Il permet de lire ses emails, il permet de regarder des vidéos, il permet d'écouter de la musique. Tout cela avec une fluidité et une simplicité d'utilisation jamais vues. Un an plus tard, en 2008, Apple lance l'App Store, une boutique d'applications. C'est une autre idée de génie. Les développeurs du monde entier peuvent créer des applications et des jeux pour l'iPhone. Le téléphone devient alors un outil personnalisable à l'infini. Il y a une application pour tout. Jouer, travailler, s'informer, communiquer. Fort du succès incroyable de l'iPhone, Apple décide de créer une nouvelle catégorie de produits, à mi-chemin entre le smartphone et l'ordinateur portable. En 2010, l'entreprise lance l'iPad. Ils se demandent à quoi peut bien servir cette grande version de l'iPhone. Mais très vite, l'iPad trouve sa place. Lire des livres et des magazines, jouer à des jeux, faire des présentations professionnelles. Il est plus simple et plus portable qu'un ordinateur portable. L'iPhone et l'iPad ont eu un impact considérable sur notre vie quotidienne et sur la société. Ils ont accéléré le développement de l'Internet mobile et ont donné naissance à de nouvelles industries, comme celle des applications mobiles ou de l'économie à la demande, comme les VTC ou la livraison de repas. Ces produits ont fait d'Apple l'entreprise la plus riche et la plus influente du monde. Ils sont l'aboutissement de la vision de Steve Jobs. Créer des objets technologiques qui ne sont pas seulement puissants, mais aussi beaux, simples à utiliser et qui s'intègrent parfaitement dans nos vies. Même après la disparition de Steve Jobs en 2011, Apple, sous la direction de Tim Cook, a continué de suivre le chemin de l'innovation. L'entreprise ne s'est pas reposée sur le succès de l'iPhone et de l'iPad. Elle a cherché à explorer de nouveaux territoires. En 2015, Apple a lancé l'Apple Watch. Ce n'est pas la première montre connectée, mais comme souvent avec Apple, c'est le produit qui a véritablement défini et popularisé la catégorie. Elle est devenue un puissant outil de santé et de bien-être. Elle surveille notre rythme cardiaque, elle peut détecter les chutes, elle peut même réaliser un électrocardiogramme. Elle mesure le taux d'oxygène dans le sang. L'innovation chez Apple se poursuit aussi dans des domaines moins visibles, mais tout aussi importants. L'entreprise conçoit désormais ses propres puces électroniques, les puces Apple Silicon. En remplaçant les processeurs Intel dans ses ordinateurs, Mac,
Apple a créé des machines beaucoup plus puissantes et beaucoup plus économes en énergie. C'est une prouesse technique qui donne à Apple un contrôle total sur ses produits, du matériel au logiciel. Cette intégration parfaite permet d'offrir une expérience utilisateur fluide et cohérente. Mac, iPhone, Apple Watch. Cette stratégie est l'une des clés de la force d'Apple aujourd'hui. Apple Music, iCloud, Apple TV+, Apple Arcade aujourd'hui, en 2025, Apple reste l'une des entreprises les plus populaires et les plus admirées au monde. Pourquoi un tel succès durable? En regardant vers l'avenir, avec des innovations comme le casque Vision Pro, Apple montre qu'elle n'a pas perdu son ambition.